comme on l'avait conçu dans les années 60, on va arriver à un jour qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Qui a inventé un système économique où ce qui est bien est cher, ce qui est mauvais est bon marché? Le seul être vivant sur cette terre qui est capable de produire quelque chose que personne veut, c'est nous. Peut-on parler de notre santé sans évoquer celle de notre environnement, de l'écosystème autour de nous? Est-ce qu'on peut vraiment, nous, être en bonne santé si le monde autour de nous ne l'est pas? Et c'est pour parler de ce problème, de cette question-là, que j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec le professeur Günther Pauli. Bonjour Günther. Bonjour, bonjour. Laisse tomber le professeur parce que sinon je me sens très vieux. Très bien, alors ce sera Günther, tout simplement. Merci. Günther, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es un grand économiste, le pionnier, le fondateur du modèle de l'économie bleue, on y reviendra. Voilà, tu as beaucoup étudié ça, présenté à travers le Club de Rome notamment. Tu as développé toutes sortes de projets pour le monde, pour l'écologie. On reviendra aussi sur ces termes. Peut-être avant, pour commencer, comment tu en es venu en tant qu'économiste à t'intéresser finalement à la nature, à l'écosystème et à l'importance de le préserver? Tu sais, quand on est jeune, il y a toujours un livre, il y a une présentation, il y a une personnalité qui a un impact sur toi. Eh bien, moi, j'étais étudiant, j'étais président de l'association des étudiants en sciences économiques à IESEC, et il y a un grand Italien, Aurelio Peccei, qui a visité l'université et qui a parlé de la croissance et halte à la croissance, le fameux rapport du Club de Rome. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, je viens de me lancer dans ma carrière académique, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Comment est-il possible que nous avons une halte à la croissance? Et c'est là où je me suis quand même inserté dans cette analyse du Club de Rome, et je me suis rendu compte qu'en effet, si on continue à faire l'expansion économique comme on l'avait conçu dans les années 60, on va arriver à un jour qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, et on aura pauvreté. Si on a pauvreté, on aura des guerres. Et je me suis dit, alors il faut changer le modèle. Et c'est comme ça que je suis arrivé à cette analyse de qu'évidemment, si vous voulez être heureux, parce que c'est le plus important, on se pose des questions, comment moi je pourrais avoir une vie heureuse? Si moi je veux être heureux, comment devrais-je faire le nouveau dessin d'un modèle d'affaires qui me rend heureux? Alors c'est étonnant, hein, le journal Le Point t'a surnommé le Steve Jobs du développement durable. Ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'avec le développement durable, l'écologie, on a l'impression plutôt justement d'aller vers une décroissance, d'aller contre la technologie. Pourtant, voilà, Steve Jobs, c'est quand même un pionnier de la technologie. Comment finalement tu associes les deux? Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut se concentrer sur les modèles d'affaires. Comment est-ce qu'on va générer des plus-values? Alors, la crise pour moi de l'économie, c'est que nous souhaitons faire la concurrence sur base de l'économie d'échelle. Ça veut dire produire plus de la même chose, standardiser tout. Et pour ça, vous avez besoin de la robotique, vous avez besoin de votre supply chain, votre chaîne d'approvisionnement. Et c'est dans ce contexte, évidemment, que vous allez arriver à des limites. Parce que, bien entendu, les couches culottes, vous pouvez en faire 1000, mais aujourd'hui, il y a des machines qui en font des millions par jour. Alors, si vous êtes avec des millions par jour, évidemment, vous devez faire abstraction de l'être humain. Et la seule manière de faire la concurrence, être le meilleur marché, c'est que vous trichez dans vos relations avec vos employés, que vous payez moins que normal, vous cherchez les endroits où c'est bon marché, où il n'y a pas les mêmes lois pour la protection de l'environnement, et surtout aujourd'hui, où vous ne payez pas des impôts. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais si le modèle économique est faire plus et toujours plus de la même chose, eh bien, vous aurez un environnement qui n'est pas en bon état, vous n'avez pas de relations sociales qui sont quand même humaines, et vous ne payez plus d'impôts.
c'est là où j'ai dit il faut changer le modèle d'affaires et créer des plus-values, parce que la valeur est vraiment le mot central dans une économie. Quand vous avez une offre et vous avez demande, la valeur est déterminée par quoi? Mais ce n'est pas une valeur qui est tout à fait indépendamment décidée, c'est ce que je crois que ça vaut. Et quand on fait l'analyse de l'économie, le prix est en fonction de ce qu'on attend du produit. Et évidemment, quelqu'un comme Elon Musk est capable de vendre une bagnole double du prix, comme Toyota l'a fait avec le Prius, parce que les gens attendaient que la voiture soit aussi un instrument pour l'environnement. Et comme les gens ont mis dans leur tête qu'ils attendent que la voiture... Alors, si le Prius est la première voiture qui a offert, eh bien, on est prêt de payer 5 000 € plus que pour une voiture qui fait exactement la même chose. Alors, ce qu'on oublie, c'est le marketing, c'est la vente, c'est notre com qui nous convainc que ce que vous attendez de cette voiture ou de ce produit que vous voulez acheter. Et c'est dans ce contexte-là que je dis, mais voilà, je vais créer autre attente. Ce qui est l'espoir du client, eh bien, on va faire le maximum possible pour changer ce modèle d'affaires en changeant le modèle de com. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Parce que finalement, si je me fais un peu l'avocat du diable, je pourrais dire, Musk, voilà, il permet de remplacer tous ces véhicules à essence qui polluent, il y a les panneaux solaires, les éoliennes, on fait plein de choses déjà pour l'environnement. Est-ce que vraiment ça marche ou c'est juste du marketing? Il faut toujours voir quels sont les impacts. Est-ce qu'on a un impact sur un cas d'étude? Pour moi, Tesla est un cas d'étude. Ou est-ce qu'on a un impact sur les statistiques? Eh bien, il est clair que pour l'environnement, les statistiques ne vont pas dans la bonne direction. Alors, ça veut dire qu'il y a des très bons cas d'études, mais on ne change rien à la fin de la journée. C'était la raison pour laquelle j'ai lancé en 92, j'ai lancé cette entreprise EcoVert, parce que l'entreprise existait déjà, elle avait beaucoup de problèmes, mais j'ai lancé un concept production qui me permettait de fabriquer une détergence dans une usine faite en bois, avec la plus grande pelouse sur une installation industrielle dans l'histoire. Et tous mes employés étaient payés 2 000 € kilomètre pour venir en bicyclette au boulot. Alors en Belgique, pour 2 000 €, tout le monde en bicyclette. Et toute la distribution était faite avec des camions, avec des biocarburants. À l'époque, on n'avait pas la bagnole électrique, ni les camions électriques, ni l'hydrogène. On n'en parlait pas. Alors, tout d'un coup, j'ai transformé la communication autour de la détergence, où on fait la publicité pour laver les cerveaux, que vous avez la chance de laver plus blanc que blanc. Et moi, je l'ai transformé en disant non, moi, je peux prendre soin de l'environnement et je peux vous donner un produit qui est hautement biodégradable. Et comme ça, vous faites votre contribution. Et si vous aimez bien mon produit, venez planter des semences sur le toit de mon usine et on reste quand même fidèle dans notre amitié pour toujours. Ça, on ne fait plus. Et c'est là où on change, et ça a changé l'industrie de la détergence. Tous les concurrents ne comprenaient pas comment était possible qu'un petit Belge était capable de prendre des parts de marché sans faire la publicité. Et moi, je disais, je ne fais pas de pub, mon usine est la pub. La manière dont je travaille est ma pub. Et c'est grâce à ces transitions, nous avons réussi dans quelques années que la totalité de l'industrie de la détergence a dû laisser tomber la détergence synthétique. En quelques années. Alors là, on a un impact sur les statistiques. Et je crois que c'est très important d'avoir des projets qui sont des projets leviers. Il est évident qu'Elon Musk a eu un effet levier
Mais l'effet levier, c'est pour BYD, c'est pour les Chinois. Mais lui, il était le premier, il a forcé. Alors maintenant, la question est jusqu'à quel point est-ce que notre système énergétique est capable de prendre soin de la demande pour toutes ces voitures électriques qui doivent être chargées la nuit? Est-ce qu'alors il faut passer au nucléaire, oui ou non? Mais pour moi, ce qui est important, c'est de bien choisir des cas concrets qui nous permettent de démontrer que le défi, non pas seulement est difficile, mais faisable, mais si nous avons une réussite avec un cas, l'effet domino nous permettra de voir des effets directs sur les statistiques. Alors tu différencies 3 types d'économies, l'économie rouge, verte, bleue. Alors rouge, voilà, c'est l'économie qu'on connaît. De l'endettement. C'est ce qu'on voit partout finalement. L'économie verte, c'est quoi? C'est réduction des émissions, on commence déjà à limiter les dégâts? Le problème avec l'économie verte, et c'était vraiment ma crise personnelle, parce que moi je me suis battu pour avoir une économie verte, mais un jour j'arrive à la conclusion que tout ce qui est bien pour vous, pour votre santé, tout ce qui est bien pour la nature est plus cher. Alors on crée une économie pour les riches, c'est pas possible. Qui a inventé un système économique où ce qui est bien est cher, ce qui est mauvais est bon marché? Alors non, il faut renverser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le concept de l'économie bleue, où on fait vraiment, on arrête de prétendre que le client doit payer plus pour être quand même moins compliqué avec la nature. Le client doit payer beaucoup plus pour sa santé. Non, il faut avoir des systèmes qui vous permettent de gérer environnement et votre santé sans devoir payer plus. Et c'est ça qui a déclenché chez moi le concept de l'économie bleue, où on travaille avec ce qu'on a. On ne va pas importer tout de partout. On va focaliser sur la création de valeur et pas la création d'un produit qui est bon marché. Et il faut que le produit réponde à des besoins de base, pas à des besoins qui sont inventés. Et si vous respectez ces 3 premiers principes de l'économie bleue, vous faites un changement immédiat. Et ce n'est pas que je suis contre l'économie globalisée, mais je suis en faveur d'une économie où il n'y a pas de pauvreté, où le produit de qualité est d'un prix qui est quand même tout à fait abordable pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il en est des déchets alors? Parce que bon, on produit beaucoup de déchets aujourd'hui sur Terre, on essaie de limiter les déchets. Comment, à travers l'économie bleue, on peut même ne plus avoir du tout de déchets? Est-ce que c'est possible ça ou c'est un idéal? Le seul être vivant sur cette terre qui est capable de produire quelque chose que personne veut, c'est nous, les intellectuels, les savants, les êtres humains. Alors nous sommes capables de produire quelque chose que personne désire. Alors quand même, quelle est notre intelligence? Dans la nature, c'est impossible. Tout le monde sait que mes déchets ne sont pas des déchets, sont soit des nutriments, soit des matières, soit une énergie pour une autre espèce. Alors c'est là où j'ai commencé à étudier la biologie de l'écosystème et on a constaté que selon les scientifiques, il y a les 5 royaumes de la nature. Il y a les bactéries, il y a les animaux, il y a les champignons, il y a les algues et il y a les plantes. Et quand vous avez un déchet pour une plante, par exemple votre marc de café, parce que vous buvez du café, alors vous avez de marc de café, on ne va pas vous obliger de boire le café avec le marc de café, soit si vous aimez le café turc, mais normalement on ne prend pas comme ça. Alors le marc de café est riche en fibres. Alors dans la nature, toute fibre, toutes sortes de fibres, est un nutriment pour les champignons. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons 6000 centres de production de champignons sur marc de café dans le monde entier, surtout en Afrique. Mais quand vous avez le marc de café qui est maintenant substrat pour cultiver des champignons, il inclut les reishi, eh bien, vous avez de nouveau
un produit restant. Et le restant est enrichi ici avec des protéines et vous pouvez alors l'utiliser comme nutriment pour les poules. C'est-à-dire que maintenant, j'ai mon café, j'ai des champignons, j'ai mon œuf et la poule, elle produit des excréments. Les excréments, on en peut, avec les bactéries, on peut produire du biogaz. Et le biogaz a un produit restant, une soupe qui est quand même une boue. Et cette boue est idéale pour produire des microalgues. Alors nous avons spiruline, nous avons du biogaz. Alors on peut chauffer l'eau pour faire notre café. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Alors, quand nous avons mis en œuvre les premiers projets en Colombie, à Fidji, en Namibie, en Zimbabwe, on a constaté que pour les gens qui ont faim, les gens qui souhaitent sortir de leur pauvreté, la solution était à la portée de tout le monde. Parce que si moi je travaille dans une ferme à Zimbabwe et je raconte aux femmes que, eh bien, les déchets de café, vous pouvez produire des champignons. Les champignons, vous pouvez les donner à manger à vos enfants. Que font ces femmes? Elles chantent, elles se lèvent, elles dansent, elles chantent, elles font. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? Ah, on va écrire un business plan. Non, mais on n'a pas besoin de business plan, parce que la nature est faite pour ça. Alors, cette dynamique que nous avons constatée dans, je dirais, le sud du monde, eh bien, nous avons dû repenser cette même logique pour avoir des modèles qui sont inspirés par la même, quand même, discipline pour en faire des produits de haute qualité dans notre culture européenne, américaine, japonaise. Finalement, d'une certaine manière, l'idée, c'est de remettre l'humain dans la nature et dans le cycle naturel des choses. L'humain doit comprendre les cycles qui sont les cycles qui dominent notre Terre. Avant tout, c'est la physique. Il n'a rien à faire. Les pommes tombent. Les pommes ne sont pas capables de prendre le vent et de se voler. Non, les pommes tombent. Alors, il y a la loi de gravité. Alors, il faut toujours travailler avec les lois et les forces. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le projet à Los Angeles où on produit l'eau potable à 500 mètres de profondeur dans l'océan. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à 500 mètres, vous avez une pression de 50 bars. Et quand vous avez 50 bars, vous avez l'osmose à l'inverse, gratuit, que normalement par terre, ça vous coûte 60% de coût de revient pour produire l'eau potable. Eh bien, c'est l'énergie pour créer la pression. Mais la pression est naturelle à 500 mètres de profondeur. Alors, on utilise la même logique. J'utilise ce que j'ai dispo. Alors, c'est disponible. Eh bien, je crée de valeur. Ah ben, j'ai l'eau salée, l'eau de mer, qui se transforme à 500 mètres. Et le grand avantage, c'est que comme il y a une différence entre densité de l'eau salée et l'eau fraîche remonte automatiquement. Je n'ai pas besoin de pompage. Alors, ce système, on l'a considéré comme étant une bonne idée pour un jour. Eh bien, début de l'année, nous avons inauguré le premier système qui fonctionne avec l'eau de pression à 50 bars, à 500 mètres de profondeur. C'est comme ça qu'il faut reconnaître qu'il y a des lois de la physique que nous pouvons exploiter pour nous. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'espace et à Mars. Mais je dis non, nous avons ici une pression naturelle et ça coûte énormément d'énergie et d'argent, alors exploitons-le. Nous avons le but de produire une centaine de ces systèmes dans les 10 ans à venir, seulement pour la Californie. C'est bien entendu, au début, chaque nouvelle technologie est plus chère. Il n'y a rien à faire, on n'a pas le volume, ni l'expérience, ni la connaissance. Mais nous avons alors transformé cette opportunité dans une stratégie qui nous permet, d'ici 2035, 38, d'avoir des milliers de petites installations qu'on peut mettre à 500 mètres de profondeur pour résoudre un problème d'eau, sans dépendre de l'énergie.
Voilà, je le disais en introduction, prendre soin de l'écosystème, c'est aussi prendre soin de nous, l'humain. Est-ce que, voilà, tu peux peut-être montrer aussi comment on est interconnectés et comment toute la pollution, les émissions, tout ça, finalement, nous impacte aussi, nous, directement? Alors, je crois que le plus important, c'est de reprendre les nutriments. Mmh. Par exemple, si vous avez un café, tout le monde sait très bien que le café est acide. Raison pour laquelle, de temps en temps, notre estomac rouspète et ne veut plus avoir de café. Cette acidité est quand même transformée en alcalinité grâce aux champignons. Alors, café acide, champignons alcalins. Quel est l'avantage? Que les virus qui sont hébergés dans un endroit, un environnement acide, ne survivent pas dans un environnement alcalin. Et c'est cette cascade entre acidité, alcalinité, parce que quand les champignons sont mangés, eh bien, on passe de nouveau par l'acidité. Mais les excréments qui sont alors la base pour la production de biogaz arrivent à avoir une boue qui est très alcalin. Et vous voyez, nous avons cette cascade d'acidité, alcalinité, qui nous permet de contrôler les virus. Les gens oublient qu'il y a 10 fois plus de virus qu'il y a des bactéries. La première vie, quand même, c'était des virus. Alors, penser que vous pouvez éliminer les virus, c'est quand même, c'est faussé, c'est impossible. Alors, il faut savoir gérer l'environnement. Et notre système immunologique est fait aussi pour pouvoir faire cette cascade entre acidité et alcalinité. Alors, dans notre bouche, si vous êtes en bonne santé, vous aurez une bouche quand même légèrement alcaline. Vous passez par l'estomac qui est bien acide. Vous passez par le pancréas et tout d'un coup, vous avez une couche alcaline. Et comme ça, on commence à faire cette cascade qui ne permet pas que des bactéries acides entrent dans notre circuit sanguin. Et c'est comme ça que la nature, à notre microcosme comme individu, est très inspirée par ce même écosystème qui est autour de nous. Les petites rivières qui viennent des glaciers dans les montagnes sont super oxygénées. Alors, ce sont des rivières qui sont alcalines. Mais si vous avez des étangs qui ne bougent plus, eh bien, vous avez une acidité. Alors, nous sommes obligés de faire une gestion de cette logique naturelle de la physique, de la chimie et de la biologie qui nous rend, non pas seulement en bonne santé, mais qui nous protège des épidémies, qui nous protège des excédents et qui nous permettent de quand même avoir un système immunologique qui est bien entraîné. Je fais toujours la comparaison. Si vous avez des muscles, mais vous n'utilisez pas vos muscles, le problème, c'est que vous n'auriez plus de masse musculaire. Le système immunologique a besoin d'exactement la même chose. Si vous vous protégez trop de tous les bactéries et tous les virus, bon, le système ne sait plus reconnaître, mais nous devons aider avec une nourriture appropriée, une nourriture qui est de bonne santé. C'est-à-dire que quand moi je prends mon petit déjeuner, je regarde toujours si j'ai les 7 couleurs de l'arc-iris. Oui, parce que quand j'ai les 7 couleurs de l'arc-iris, je sais que j'ai tous les minéraux, tous les micronutriments dont j'ai besoin pour la journée. S'il me manque une couleur, eh bien, j'aurai une dépendance d'une ou d'autre. Il me manque du zinc, ou il me manque d'aluminium, ou du cuivre, mais il me manque quelque chose. Mais comme c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans les nutriments de reconnaître tout ce qui est dans tout, qu'on mange tout le temps, eh bien, la meilleure chose, c'est simplement de prendre les couleurs. Et les 7 couleurs sur votre plateau garantit que vous avez les nutriments dont vous avez besoin afin que tous vos systèmes
de glandules, de thyroïde continuent à fonctionner parce que ce sont des micronutriments. Et tous les micronutriments sont aussi liés avec autres niveaux de pH, autres niveaux d'acidité et d'alcalinité. C'est intéressant hein, ce que tu dis, parce qu'on a souvent cette vision un peu manichéenne du voilà, bien-mal, les virus, les méchants virus, et nous, les méchantes bactéries, et nous. Finalement, quand je t'écoute, ce qu'on voit, c'est que l'idée, c'est pas voilà, de combattre un ennemi, un virus, etc., pour être en bonne santé. C'est plutôt de trouver un équilibre qui est en mouvement permanent, puisque les choses se transforment, changent, passent d'un pH à l'autre, etc. De rentrer dans cet équilibre pour trouver le moment où on n'est plus submergé par des virus, par des microbes et autres. Il n'y a absolument rien à faire. Hein, dans 1 millimètre cube de cette eau, j'ai 1 million de bactéries. Alors, comment est-ce que je vais le tuer? Oublie-le. Mais apprenons quand même à gérer. Ce qui est très important, c'est que nous devons apprendre à gérer la propreté. La propreté, ce n'est pas l'élimination de toutes les bactéries ou tous les virus, mais de gérer à un niveau où nous sommes capables de répondre. Et quand il y a le mal qui arrive, notre système l'identifie et l'élimine. Il l'élimine assez vite. Je dis toujours, j'ai 6 enfants. Et quand mes enfants produisent fièvre, je suis content. Parce que ça veut dire qu'il y a un virus qui est en train de déranger le système. Mais si le système est capable d'augmenter la température à 39, 40, 41, 42 non, mais 41, eh bien, je suis très content parce que le système immunologique déclenche une stratégie pour éliminer l'environnement dans lequel. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, mais nous avons souvent des fièvres localisées. J'ai mal aux dents. Ça veut dire que vous avez une fièvre là. Fièvre c'est une forme là. d'inflammation. Alors c'est une inflammation, mais c'est fièvre. C'est-à-dire que le corps va augmenter la température pour combattre des bactéries qui se sont mises dans vos dents. Et je crois que nous devons être beaucoup plus... on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et malheureusement, on n'enseigne plus parce que vous avez du mal, vous prenez quelque chose, vous allez bien, bon, vous prenez une bière. Mais nous n'avons plus cette connaissance qui nous permet de comprendre ce qui se passe avec nous, et ce qui passe à l'intérieur de notre corps. De même manière, on ne comprend pas comment ça fonctionne à l'extérieur, dans l'écosystème. Aujourd'hui, on a des microplastiques dans la placenta d'une mère. Imaginez-vous, rien ne passe, même des bactéries, des virus ne passent pas, et les microplastiques passent. Que moi, je ne suis pas la vague. Si moi, je serais la vague et j'ai l'industrie contre moi, ma petite vague n'a jamais la force. Je suis le surfeur, je suis surfiste. C'est-à-dire, là où les vagues sont positives, on y va. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la présentation de tout sur un écran 2D. En 2D, on utilise 1000 fois moins de neurones.